imaginez comment l'image il peut être corps de nos consciences du monde. Et imaginez qu'il y a 50 ans de ça, un petit garçon de 13 ans, il veut changer le monde, en bien évidemment, et il cherche un moyen de s'exprimer, d'expliquer au monde ce qu'il voit, et cet enfant de 13 ans, il trouve la photographie comme médium. Il y a 54 ans de ça. Depuis, certes, il va élaborer d'autres choses, il va étudier, il devient architecte, mais la photographie, en autodidacte, ça reste au cœur de sa passion. Et finalement, la seule chose qu'il veut faire, c'est montrer la réalité. Comme vous voyez, de cadrer une partie de la réalité sans intervenir et montrer aux gens. Pour cela, il se met en route depuis 40 ans à la recherche de ce qui est la vérité, ce qui est la relation humaine, et chaque fois en utilisant l'appareil photographique, l'image comme l'histoire. Pour parvenir à ça, un des moyens, c'est de créer des liens entre les êtres humains, créer des liens entre l'humanité et à travers le regard. Le regard, les yeux sont les fenêtres de l'âme et il faut essayer juste d'arriver à un moment où on peut créer ce lien dans le regard des individus. Et chemin faisant sur la route, il rencontre aussi combien la vie est pleine de hauts et bas, mais la vie aussi pleine de souffrances. Il rencontre des réfugiés, il rencontre des gens qui fuient une histoire qui arrive quelque part chez eux et qui sont obligés de partir et se réfugier ailleurs. Il va aussi passer beaucoup de temps dans les zones de guerre et conflit. Récemment, surtout en Kurdistan irakien, où l'État islamique ou Daesh, ils ont complètement anéanti tout un groupe de gens, des Yazidis et autres, et les villes complètement détruites, et expliquant que finalement, c'est en voyant ces images, c'est en voyant la condition humaine qu'on peut commencer à comprendre et avoir une conscience du monde. Parce que tant qu'on n'a pas une conscience du monde, on n'arrivera pas à le changer. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, on a toujours l'impression que le monde, c'est seulement celui qui est autour de nous. Or, pour montrer ça, pour montrer cette souffrance humaine, il faut aller à la rencontre de ça. Et ça se passe aussi bien dans les guerres, mais aussi comme exemple quand il rencontre toutes ces femmes ou ces filles yazidis qui étaient kidnappées par l'État islamique, par Daesh, et emmenées comme esclaves sexuels pendant longtemps. Et finalement, ceux qui en reviennent, quelque part, ils racontent leurs histoires. Certains aussi que finalement, ils prennent des armes pour se défendre, pour défendre ceux qu'ils ont vécu, ça. Les guerres et le conflit, c'est pas seulement destruction des êtres humains ou des bâtiments, ça aussi affecte la planète en entier. Ce qui se passe dans la guerre, c'est la souffrance qui passe dans la guerre. Nous voyons seulement le côté de celui qui reste iceberg, qui est la destruction des bâtiments, des êtres humains, des animaux, mais la vraie destruction des guerres et conflits et désastres, c'est traumatisme créé dans l'ensemble de l'univers. C'est traumatisme qui est créé dans l'ensemble de l'univers, ça nous affecte de la même façon que, comme on dit, le battement des ailes de papillon dans l'hémisphère nord, il peut créer des tempêtes dans l'hémisphère sud, c'est exactement la même chose. Donc tout ce qui se passe dans le monde, ça nous affecte aussi. Évidemment, la famine, c'est une de ces plaies de notre civilisation actuelle, parce que nous savons que nous pourrons éradiquer, parce que nous savons que c'est possible, avec les moyens que nous avons, d'éradiquer ce genre de souffrance humaine. Mais encore, pour aller dans cette direction, il faut les voir, il faut les connaître. Parce que tant qu'on ne connaît pas quelque chose,
on ne va pas vers ça. Tant qu'on ne connaît pas quelque chose, on ne va pas essayer de le comprendre et de le changer. Donc, mais le monde n'est pas seulement la souffrance humaine, c'est un mélange, c'est comme quotidien, c'est dans notre vie, c'est une presque mélange entre la joie et la souffrance continuellement. Et c'est ça aussi qui existe dans notre vie. C'est ça aussi que moi, en tant que photographe, dans ces moments, j'essaie de montrer aussi qu'il y a aussi la plus importante qui existe dans le monde, qui est la beauté. Cette beauté, ça peut être aussi sous différentes formes. Ça peut être dans le regard d'un homme comme Massoud, un moment qui est en train de réfléchir à l'avenir du pays, ou dans un paysage, dans Camargue, et on peut trouver aussi la beauté. Parce que on peut défendre quelque chose qu'on aime. On ne va pas aller s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas. Et c'est de là où ce travail, où l'image, ça peut devenir une vraie conscience du monde, de nous montrer le côté de la joie et la souffrance de l'humanité. Pas de selfie, mais vraiment un vrai travail de l'image, de photographique. Les paysages, c'est un nom pas fini dans le monde entier. La beauté de paysages partout. Récemment, j'étais tombé dans une vallée de Kurdistan irakien sur cet arbre magnifique qui est amoureux d'un rocher. Vous voyez ? Et c'est extraordinaire de voir comment cette liane existe. Je suis retourné pendant 4 saisons et finalement, je voyais comment la relation entre cet arbre et le rocher était une vraie relation unique. Enfin, il se caressait, il avait une relation extraordinaire. Mais malheureusement, l'humanité, nous sommes en train, de l'autre côté aussi, pour les différentes raisons, en train d'anéantir notre planète. Et là, c'est ce qui est le plus visible, où on jette les poubelles, il faut ramasser, ça c'est. Mais de plus en plus, on voit le monde de remplir de ça. Mais le plus important et qui est en train d'anéantir notre planète, c'est évidemment l'énergie fossile. Pendant 40 ans que je me suis intéressé à tous les conflits du monde, je me suis aussi intéressé à la beauté de l'humanité, je me suis aussi intéressé quelles sont les raisons de ces guerres. Et 80% des raisons de guerre d'aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Et c'est ça qui est en train d'anéantir notre planète. Comme on dit, oil and blood, ils vont ensemble, et on le voit très bien ici, hein, vraiment, oil and blood, c'est une très grande champ de pétrolier au nord de la mer Caspienne, dans la ville de Kazakhstan, où les océans entiers, les mers entières qui sont complètement pris par cette quantité énorme de pétrole et de l'huile qui est rentrée dans les eaux de l'océan, dans les zones phréatiques, et en train de complètement mettre en poison dans notre planète. De telle façon que même ils nous envoient des messages. Quand je photographie le mouvement des vagues d'une mer avec les huiles d'un seul coup, comme vous voyez ici, à le visage d'un monstre qui montre, pour nous avertir qu'attention, en face de vous, vous avez un monstre. Il y a des milliers de gens aujourd'hui qui vivent de ce qui est la poubelle du monde. Et ils sont nés sur cet endroit, ils continuent à vivre. Et après, des fois, vous trouvez la manne d'un ouvrier paysan égyptien dans un champ de canne à sucre qui vous appelle. Et quand vous allez le voir, il dit, vous savez, je suis étudiant d'université d'agriculture de Caire et je viens tous les étés travailler ici pour comprendre la terre. Et ça aussi, c'est cette liane qui existe entre la terre et les sciences qui est intéressante de comprendre.
Dans ces recherches de l'humanité, dans ces recherches de conditions humaines, vous rencontrez aussi des êtres humains, des enfants, des grandes, qui vivent les situations et les souffrances qui existent sur la Terre, mais aussi des fois, ils peuvent devenir, avec un mot, avec un geste, un maître à penser. Je me trouve devant ce garçon, il y a une vingtaine d'années, dans un village en Afghanistan, où le village est complètement détruit par les bombardements des aviations russes. Il n'y a plus rien, les canaux d'irrigation ils sont disparus, les arbres tous ils ont été arrachés, il y a tous les champs ils sont pleins de mines et autres, et les enfants à l'école, comme nous avons tous fait à un moment, ils sortent avec le petit grain qu'ils ont fait pousser dans l'école, et il est en train d'aller à la maison dans ce paysage complètement désastre. Et quand je le photographie, la fierté qu'il a dans son regard, ça m'interpelle. Et comme je parle leur langue, je lui demande « Que veux-tu en faire ?» Et sa réponse, ça devient comme un grand philosophe qui vous donne la vie, qui vous montre comment il faut être dans la vie. Il me regarde et il dit « Mais je vais en faire un arbre. » Et cette phrase de « je vais en faire un arbre » de cet enfant, ça devient quelque chose d'important dans la vie de nous, c'est de créer des arbres, de faire des arbres, de tous nos projets, de tout ce que nous faisons. De telle façon que finalement, l'ensemble de tout ce que je viens de dire, l'utilisation de l'image, pourquoi l'image ? Il y a 50 ans, ce petit garçon de 13 ans, il croyait que c'est important, parce que notre civilisation, il est rentré dans une nouvelle phase. Notre civilisation, il est rentré dans une phase où l'image devient un langage universel. Nous sommes en train d'inventer un nouvel alphabet, comme vous voyez ici, après ce qui était il y a 5000 ans au temps de l'Égyptien. Maintenant, nous sommes en train d'inventer une nouvelle forme de langage parce qu'on est en train de parler au monde entier. Parce que d'ici quelques décennies, on va être obligé de parler au monde entier. Et une langue, parler ou écrire, ça ne suffit pas. Il faut une nouvelle langue. Et la nouvelle langue, c'est l'image. Et c'est cette image qui est en train de nous montrer la réalité du monde. C'est cette image qui est en train de nous faire emmener et comprendre ce qui se passe dans le monde. Évidemment, en dehors de mon travail photographe, je m'intéresse aussi à la transmission, à la formation, de dire que et les gens qui sont en train de vivre une histoire, ils peuvent raconter leurs histoires aussi. Il faut qu'on voit à travers le regard quelle est l'histoire. Donc, je me mets comme prof, comme formateur, comme éducateur. Je vais dans le camp de réfugiés, comme ici c'est le cas d'un camp de réfugiés des enfants syriens en Kurdistan, former les enfants qui deviennent le reporter de leurs histoires. Pas seulement pour qu'ils juste aient un appareil photo et faire des photos, mais parce qu'ils nous racontent leurs histoires. Parce qu'ils deviennent des storytellers of their stories. Ils prennent en main leur destin. Ils passent de victimes passifs à acteurs de leur destin. Et en plus, ils racontent leurs histoires. Ça peut être dans le camp de réfugiés où ça m'est arrivé, un très très grand projet ici à Toulouse, dans les Mirailles, formation de 40 jeunes dans le quartier Mirailles où pour la première fois dans l'histoire, on a eu les photographies de quartier Mirailles faites par les habitants de Mirailles et qui étaient exposées autour de Garonne quand j'avais fait mon exposition ici ou dans les salles des illustres de mairie ou dans le métro toulousain. Et chaque fois que je crée ce genre de programme, projet de formation dans les camps, dans les banlieues du monde ou dans les zones de guerre, c'est toujours dans une idée de montrer au monde entier de comment ça se passe. Un autre moyen d'emmener la photographie au cœur d'une conscience du monde, ce que je fais, c'est lancer des concours photographiques pour les enfants sur le thème écologique, comme celui-là,
plusieurs milliers d'enfants dans le monde, ils ont participé à ce côté « I love nature, I fear pollution ». C'est une moyen d'emmener les enfants à participer et à aller voir ce qui est la beauté de l'humanité, ce qui est la pollution. C'est un seul moyen de le faire former. On ne peut pas arriver dans la classe et montrer ce qui se passe juste à un système scientifique. Il faut créer des différents moyens de jeu, et ça, c'est une des moyens que les enfants peuvent s'intéresser aux thèmes qui nous intéressent. I love nature, I fear pollution. Regardez ce qu'ils font, le travail que ces enfants à 8 ans, 14 ans, ils ont produit. Comme je disais, ensuite, le travail de ces enfants, de ces jeunes des banlieues, des camps de réfugiés, avec mon travail photographique, je les expose dans le monde entier. Dans les endroits comme ici, le Quai de Seine, il y a eu plusieurs 460 expositions que je fais depuis une quarantaine d'années dans le monde entier en utilisant ce genre de liens, ce genre de relations, parce que plus de 50% de connaissances humaines, nous avons la possibilité de transmettre par l'image et par la photographie. Il n'y a pas un seul métier au monde aujourd'hui qui peut dire « moi, je peux me passer de photos, je peux ne pas utiliser l'image ». Tout ce qu'on fait, tous les métiers du monde aujourd'hui, nous avons besoin de l'image. Et ce que j'essaye de faire depuis ces 50 ans, depuis cet âge de cet enfant de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est apprendre cette langue et le transmettre aux autres. Parce que transmettre, c'est une autre moyen aussi. Différemment, voilà, pour transmettre, on peut utiliser les journaux, les magazines, comme celle que vous voyez. Il n'y a que des êtres humains, enfin mon travail, ou à travers d'autres médias du monde, ou en créant des livres. Donc tous les moyens sont bons, les expositions, les conférences, pour montrer, parce qu'il n'y a pas d'une autre planète. Il n'y a pas, et c'est notre responsabilité en entier pour faire ça. Et pour arriver à sauver l'humanité, sauver la planète, l'art, c'est une des solutions. Je suis persuadé que l'art peut devenir, pour sauver le monde, si on ajoutait un peu de ça pour que devienne dans le cœur de l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.